stond de eerste kiesheersfiguring. Kiesheers. Alors j'ai retrouvé sur mon portable Reckitt, hein. Après je cherche le reste. Alors ce Reckitt, c'est la théorie, une théorie des années 40, justement de Max Horkheimer et Friedrich Pollock. Hein, c'est Pollock. Et il y avait... c'est une théorie économique. Le signe, c'est le signe d'une économie de commandement. Oui. Kommandowirtschaft. Ah oui, ah oui. Il y a un phénomène de clic où les manias de l'économie se mettent ensemble avec les militaires supérieurs et les cadres de la politique et de la bureaucratie. Donc c'est toute une clique. Ah oui. Et ça, il appelle sociologie des raquettes. Et le concept, il vient de la criminalité organisée. Donc il s'agit d'une clique qui exclut tous les autres et tous ceux qui ne se soumettent pas à leur volonté. Donc il y a la hiérarchie, voilà. Donc ce sont des groupes de pouvoir. Donc ça n'a effectivement rien à voir. Enfin, ça peut être à voir avec aujourd'hui, mais pas immédiatement. Je reviens alors aux questions que vous avez posées et en te rendant la parole. C'est ce que je voulais dire, c'est-à-dire que ce texte est d'une densité et d'autre part d'un très grand intérêt, mais a besoin, je crois, moi personnellement, ne peut pas être survolté. Il faut que c'est parcouru, survolé, qu'est-ce que je veux dire. Il ne peut pas être survolé, c'est un texte qui demande à être analysé mot à mot pour savoir exactement ce qu'il veut dire, parce que sa pensée d'autre part procède également par l'icos, c'est-à-dire qu'il oublie l'idée. Il ne dit pas certaines choses, il faut reconstituer le cheminement de la pensée, un petit peu, une pastille, faites-les circuler. Donc, alors, deux autres remarques que je me dirai. La seconde remarque, c'est le fait que d'une part, Adorno a l'air donc d'adopter, tout en soutenant les animaux, il a l'air d'adopter à leur égard une position anti-intellectuelle. Ce qui leur refuse, ce qui est très curieux, une forme d'intelligence que l'on peut appeler également aussi d'instinct, donc il est intéressant de voir que, en fait, il prend un peu le contre-pied ou l'inverse d'une certaine tradition qui a longé, qui a pris parti elle-même contre une certaine forme de rationalisme. On peut dire, il y a la ligne aristotélicienne, même si Aristote d'ailleurs prête une âme aux animaux, il considère que les animaux n'ont pas une même âme, ils ont une âme végétative et ils n'ont pas une âme rationnelle. Il y a une réaction contre cela qui est manifestée par Plutarque et par les stoïciens, qui prend parti au contraire pour l'âme animale et pour attribuer une forme d'intelligence aux animaux, qui est repris par Montaigne dans l'Apologie de Raymond II, qui est entièrement consacré à cela, qui est repris également par Bell à l'article Rorarius, qui est le nom de l'évêque Rorarius au XVIe siècle, et à quoi fait allusion Leibniz dans les Nouveaux Essais, prenant parti justement pour Bell, pour l'âme animale, contre le cartésianisme, puisque pour Descartes il n'y a pas d'âme animale,
et l'intelligence animale est du pur mécanisme. Et d'une certaine manière, il est un peu étrange que Adorno semble prendre parti pour cela. Semble, je dis semble, parce que peut-être que ce n'est pas vrai. Le second point, c'est qu'il traite, ce qui est très intéressant et original, il traite l'animal du point de vue affectif. Du point de vue affectif que j'appellerais une certaine forme de dolorisme, c'est-à-dire il prête à l'animal quelque chose qui serait une tristesse fondamentale, une douleur fondamentale qui participe à la vie animale et qui, à mon avis, le rangerait lui du côté d'une certaine forme de romantisme un peu qui est à moitié partagé d'ailleurs par l'ensemble du romantisme, je ne pensais pas tout à fait vrai. Il y a également dans le romantisme, y compris chez Novalis, chez Arnim, etc., les plus connus du romantisme, il y a quelque chose qui donne à l'animal quelque chose comme une affectivité d'ordre positif. L'animal, il y a quelque chose qui est dans l'animal des contes, l'animal des métamorphoses, n'est pas du tout frappé par cette tristesse et ce dolorisme, je dirais presque, que lui attribue Adorno, tout en le privant de certaines formes de sentiments. Je ne sais pas où j'ai vu, mais peut-être on me le rappellera, parce que j'en avais parlé, je crois, mais je ne sais plus quelle est la référence, un auteur qui attribuait à très juste titre au chien un sentiment religieux, qui écrit si le chien étant un animal essentiellement religieux, ce qui est très vrai d'ailleurs, parce que l'animal n'est pas du tout dépourvu de ce que l'on pourrait considérer comme étant une religion. C'est au contraire peut-être quelque chose qui est très partagé de façon commune aux animaux, soit une religion d'attachement individuel, soit une religion qui fait qu'il y a une sorte de sensibilité extrêmement répandue chez les animaux vivant en troupeau, chez les animaux sauvages, au mouvement de la nature. Donc il y a une religion de la nature qui est très certainement présente dans l'ensemble de ce qu'on pourrait appeler les âmes des animaux, et qui fait que on ne peut pas tenir compte dans l'étude de l'animal uniquement, comme semble le faire Adorno tout en la critiquant, d'une étude objective de l'animal à travers les sciences humaines, si l'on peut dire, et sans tenir compte des mythes, sans tenir compte de toutes les pensées qui ont attribué à l'animal justement une sorte à la fois de société et également si l'on peut dire, de psychologie ou d'animisme parallèle à celui de l'homme, en particulier dans les pensées, ce qu'on appelle en gros la pensée sauvage avec Lévi-Strauss, celle des Amérindiens en particulier, qui est bien connue à travers tous les mythes qu'ils ont développés autour des animaux des forêts, des espèces comme les jaguars, comme les singes, etc., qui forment des sociétés complémentaires, parallèles, et auxquelles la pensée commune, la pensée mythique, attribue une existence qui ne le cède en rien aux conceptions humaines. Ne pas tenir compte de cela, c'est se priver, dans le domaine de la documentation animale, de toute une quantité d'informations qui, je crois, font partie également de la connaissance de l'animal
Vous avez cité l'année dernière Viveiros de Castro, qui est un ethnologue et sociologue brésilien, je crois, qui a écrit des choses très très intéressantes sur les conceptions amérindiennes de la société, de la pensée animale. Donc il y a ces 3 points, c'est-à-dire relativement à l'intelligence de l'animal, relativement à son affectivité, si l'on peut dire, vue peut-être exclusivement à travers le dolorisme, puisque ce qu'il voit, et avec une très grande perspicacité, c'est les cruautés que l'on exerce envers les animaux. Lorsqu'il dit l'animal ne connaît pas le bonheur, il n'en sait rien de toute façon. Donc on veut dire là, oui, on ne peut pas le savoir, mais c'est aussi des attributions qui sont quand même marquées un peu du signe du pessimisme fondamental qu'il nourrit à l'égard de la société animale, vue un petit peu trop dans son ensemble, d'ailleurs, et vue un petit peu trop peut-être à travers des animaux qui sont complémentaires de l'homme dans les sociétés civilisées. Mais sans faire appel à l'animal sauvage, c'est le 3e point, justement, tel qu'il est vu à travers les différentes mythologies et ce qu'on peut appeler la pensée sauvage à partir des études ethnologiques comme celle de Lévi-Strauss. Oui, je pense que moi ce que j'ai essayé de présenter est un texte d'Adorno, 2 textes d'Adorno, mais c'est pas toute l'œuvre. Parce que l'animal est effectivement omniprésent dans l'œuvre. Moi, j'ai choisi ces textes-là pour montrer le rapport entre l'animal, la femme, l'homme. Et ce qui se passe, c'est que je pense que dans une optique adornienne, il te dirait que le mythe, de toute façon, ne va pas t'approcher de l'animal, enfin de l'animal naturel. Le mythe, il va t'approcher d'une certaine manière de voir l'animal justement dans le mythe, qui est encore l'anthropocentrisme. Par contre, ce qu'il a fait, et ça j'en ai pas parlé, mais j'ai trouvé ça très intéressant, dans les lettres à ses parents, il y a plein d'animaux, il s'agit de 262 lettres, hein. Tous ses amis, sa famille donne des noms d'animaux à tout le monde. Il était un très bon ami du directeur du zoo de Francfort, dans Chimek, auquel qu'il a soutenu pour faire des zoos plus humains, et on voit dans ses livres qu'il critique, c'est une contradiction interne, qu'il critique l'idée du zoo et de la réserve même. C'est-à-dire l'observation d'animal sauvage, pour lui, est de l'ordre d'impossible, parce qu'il n'y a pas de nature qui serait pas d'une certaine manière contaminée par l'homme. Donc les réserves seraient des zoos plus grands. Donc l'animal à l'état pur naturel, il dirait qu'il ne le retrouve pas. Par contre, justement, c'est qu'il relativise un peu cette tristesse de l'animal, où il prend effectivement les traditions de Schopenhauer. Surtout, voilà, et chez Nietzsche, tu trouveras des choses similaires. C'est un animal qui n'a pas de mémoire, qui est triste parce qu'il n'y a pas de mémoire, donc c'était énorme. Et vieille racine philosophique. Quand tu lis ce qu'il dit dans ses lettres à ses parents, la manière dont il parle des animaux, on n'a pas l'impression qu'ils sont spécialement malheureux. Je pense que ce qu'on peut effectivement, là où je me démarque en tout cas, c'est quand tu définis l'animal que négativement. Parce que finalement, on pourrait dire que l'animal, d'une certaine manière, s'en fout d'être raisonnable ou pas. La question de l'animal ne doit pas prendre comme base la question de la raison. Et ce qui a intéressé Adorno, et on peut le comprendre en premier titre, c'était la raison. Jusqu'à quel point est-il possible de conserver, de sauver la raison humaine par rapport à la catastrophe qui est passée avec les nazis, où la raison s'est effacée elle-même. C'est-à-dire le projet des nazis était hyper rationnel pour calculer combien de juifs ils pouvaient tuer plus vite
comment ils pouvaient tuer mieux, tuer plus vite, les mettre dans des trains, les gazer, etc. Donc c'était un projet qui était hyper rationnel. Donc lui, ce qui l'intéresse, comment peut-on préserver ou sauver une raison qui ne serait pas contaminée par le fascisme. C'est ça ce qui est au cœur. Et bon, bien évidemment, l'animal intervient. Mais ce n'est pas en premier lieu une philosophie qui serait maintenant, qui aurait comme commencement la protection de l'animal. C'est plutôt la critique d'une raison. Comment actualiser la philosophie sans abandonner la raison. Oui. Voilà. Mais je suis d'accord avec toi. Je voudrais savoir s'il y a des questions à poser. Oui. Vous n'avez pas non. C'est... J'ai trouvé ce... Ah, c'est ça. Voilà. C'est mort en 50. Hearst. 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 Oui, ou Hearst. C'est le magnat de la presse. C'est ça. Oui, mais dans celui qui est représenté par Orson Welles, qui a fait Citizen Kane. Oui, absolument. Ah oui. Mais là, il dit, ah ben oui, il y a des passages. Les passages qui sont les plus étonnants dans Adorno, c'est effectivement ceux sur les femmes, dans ce grand passage que tu as lu, est tout à fait extraordinaire. Et aussi celui sur les métamorphoses. Je sais pas, là, il dit, les métamorphoses sont prises. Il envisage des métamorphoses d'un point de vue, on sait qu'il y a des métamorphoses, d'un point de vue un peu négatif, les impressions qui sont un petit peu curieux, oui. Vous poussez, je ne me rappelle plus. En l'occurrence des légendes. Être condamné à habiter le corps d'un animal équivaut à une damnation. Oui et non, je ne sais pas. Là, peut-être dans certains cas. Non, mais il parle du conte de fées. Hein. Il parle des contes de fées. Oui, quand tu prends les contes de fées de Grimm, c'est cela. À chaque fois qu'il y a, à chaque fois qu'il y a transformation, c'est forcément une punition. L'homme qui devient crapaud, le prince qui devient crapaud, et il n'y a aucune transformation en animal qui serait positive. Wodan, de même. Oui. Il parle des contes, hein, Indian Myth. Mais il y a des cas dans lesquels ça donne des possibilités, d'autre part les métamorphoses proprement dites. Oui, mais il y a un problème. Par exemple, ne sont pas toutes animales, d'ailleurs, mais ne sont pas nécessairement des transformations négatives. Oui, mais là il y a un problème parce que le texte allemand dit Märchen, et Märchen c'est conte de fées, alors que le texte français dit légende. Mais le conte ne peut pas, n'est pas la même chose que la légende. Dans les contes, donc il faudrait dire, dans les contes, les transformations en animaux sont accomplis. Il le prend sur le plan de l'horreur, c'est ça. Parce que là-dedans, même son expression est assez accentuée. C'est une punition, c'est la pire des punitions. Ça serait un peu. Cette transformation, ça se trouve également d'ailleurs chez Platon, dans le mythe de Hère, à la fin, où il y a des réincarnations. Mais les réincarnations, ça fait un peu partie des métempsychoses. Par exemple, oui, ils ne sont pas. Quand ça fait partie des animaux, ça peut faire partie des animaux. D'animaux qui sont que l'on ne voudrait pas être, mais ça peut faire partie également
d'une force supérieure, même dans l'imaginaire enfantin, il peut y avoir, je ne peux pas assigner des textes extrêmement précis, mais se transformer en animal, des animaux valables en fait, par leur force supérieure, comme le lion, comme le jaguar, comme le cheval, ou des choses comme ça, peuvent être valorisants également, plutôt, même donc là. Je pense qu'il pense vraiment au camp occidental, avec toute sa valeur punitive, morale. Oui, c'est ça. C'est-à-dire à chaque fois qu'on transgresse la morale, on est puni par sa transformation en animal, ou bien au-delà du Kant, je pense notamment à Kafka, Die Verwandlung, la métamorphose, où on voit effectivement que ce pauvre Samsa se réveille et est condamné, il ne sait même pas pourquoi. Oui, et je pense pas du tout qu'Adorno pense à l'Amazonie, au chamanisme, des choses comme ça. Je pense que là, c'est pas du tout inclus dans ce que dit le mot Märchen der Nation. Nation, c'est forcément l'Occident. Mais c'est-à-dire qu'il n'en a pas tenu compte, il ne l'a pas inséré, il ne l'a pas intégré, peut-être, ce qui donne l'impression un petit peu d'une généralisation d'un point de vue péjoratif, qui n'est pas nécessairement lié à toute pensée de l'animal, surtout dans l'enfance. Donc ça serait peut-être quelque chose qui serait à discuter. Mais je pense que c'est surtout des sociétés des Lumières, que je préfère quand même. Lumière a raison. Donc si le livre s'appelle Dialectique der Aufklärung, c'est justement parce qu'il essaie de travailler, de faire élaborer ce que sont les sociétés des Lumières, des sociétés de la raison. Et je pense que c'est pour ça le chamanisme, etc., ne fait pas partie de cela. Donc la critique n'est pas la critique ni des Indiens d'Amazonie, ni des Dogons en Afrique, ni du bouddhisme zen, et bien précisément la société occidentale avec ses valeurs de raison. Et même les Lumières ont bien pensé. Il y a quelque chose de très intéressant et qui appartient bien aux Lumières, de Rétif de la Bretonne, le voyage astral, qui est quelque chose, qui est un conte qui est très très curieux et qui consiste en une très grande partie à étudier des transformations animales de l'homme et même des combinaisons où il y a des hommes qui sont demi-animaux, demi-cheval, etc. et qui envisagent des humanités différentes et dans lesquelles ces transformations ne sont pas toutes au désavantage de l'homme, parce qu'elles peuvent le douer justement de possibilités, comme les centaures par exemple, qui sont doués de possibilités supérieures à celles de l'homme, bien qu'étant des demi-animaux, ou les sirènes par exemple dans l'Antiquité mythologique. Donc les transformations, peut-être n'a-t-il pas vu que la transformation animale de l'homme n'est pas nécessairement à prendre dans un sens péjoratif. Non, mais on pourrait lui opposer justement ce devenir animal, pour parler l'expression deleuzienne, qui serait mis en confrontation avec cette conception punitive, afflictive de la transformation de l'homme en animal. Oui, mais encore une fois, dans le conte des nations, hein, si tu prends le début du livre, il y a question d'Ulysse, mythe et raison, ce qui est autre chose. On ne peut pas dire qu'il ne se préoccupe pas de cela. Et là, à ce passage précis-là, il s'agit des contes des nations. Donc si tu parles c'est bien précis, c'est là où ça devient punitif. Et c'est là où la morale frappe.
Et donc, ce qui conteste, c'est justement cette morale bourgeoise qui rend cette transformation forcément négative. D'autant plus que dans la société, dans la dictature nazie, encore 10 fois plus que dans autre chose. Oui. Les caricatures antisémites, etc., où on faisait des dessins, d'ailleurs pas seulement antisémites, mais aussi racistes par rapport à la représentation des Africains, est tout à fait dans ça, c'est-à-dire une transformation de l'homme dans un animal, c'est une insulte, forcément défavorable. Oui, c'est ça. Tu vois, je pense pas il y a un monde qui sépare le devenir animal de Deleuze, n'a rien à voir, tout comme le devenir femme. Oui, oui, c'est ça. Il ne prend pas le même point de vue. C'est-à-dire que là-dedans, mais c'est ce qui fait que, pris du point de vue littéral tel qu'il le présente, il y a une certaine ambiguïté, à mon avis, parce que on ne sait pas, c'est comme justement relativement à la femme, on ne sait pas s'il adopte la position qui infériorise la femme relativement à l'homme, c'est s'il la fait sienne ou s'il la critique. Je pense qu'il ne la fait pas sienne puisqu'il l'attribue. Il l'attribue à la société bourgeoise. Mais il faut dire que malgré tout, dans son mode d'écriture, il y a quelque chose qui ne permet pas souvent de décider d'une façon très très précise. Quand on lit à la suite. Ça, c'est dû à la méthode, c'est-à-dire il faut que rien ne revienne à la fin à la synthèse hegelienne, c'est-à-dire le concept ne pourra plus être figé. Tout va tout le temps se renverser dans autre chose. Ça, c'est pas accidentel, ça, c'est intentionnel. C'est-à-dire tu n'auras aucun concept qui va rester. Ensuite, ça éclaire un peu sa position relativement à l'animal. Mais puisqu'ensuite il dit la femme n'est pas un sujet, bon, on comprend qu'à ce moment-là, il donne au mot de sujet une valeur supérieure. Donc s'il dit la femme n'est pas un sujet, à ce moment-là, c'est une infériorisation. S'il dit l'animal n'est pas un sujet, c'est aussi une infériorisation. Mais ça veut dire qu'elle décide pas, elle n'est pas décisive dans la dictature nazie, qu'elle n'est pas décisive, tout comme l'animal n'est pas décisif. Donc c'est plutôt une bonne chose, hein, je pense, parce que sinon ce serait la même chose. Sinon l'animal et la femme seraient aussi nazis. D'ailleurs, il y a des compos. La mégère, elle fait en partie le jeu du nazi. C'est ça. Donc à ce moment-là, ce qui correspond à une certaine vérité. Elle ne peut se sauver qu'en devenant la mégère. Oui, mais même là, elle reste, effectivement, elle reste emprisonnée dans le même dispositif. Hein, jusqu'à la fin, quand il y a le devenir femme des hommes qui jouent le jeu des nazis, c'est-à-dire qui ne peuvent pas contester le pouvoir et qui se soumettent. Mais c'est comme ça aussi, par exemple, dans les allusions à la religion chrétienne. C'est pas non plus particulièrement clair. Ce mélange entre la religion chrétienne de l'Église et la pensée antique. Ce qui reste à la femme, ce serait effectivement juste la mère de Dieu, donc la Vierge, qui serait la seule chose qui reste comme valeur aux femmes comme modèle auquel elles auraient à s'identifier. Ça, c'est très clair. Au jugement porté par Platon sur les femmes. Là, il se réfère à l'exclusion des esclaves et des femmes. Platon n'a jamais considéré que les femmes étaient des esclaves. Non, mais exclusion des femmes, des esclaves et de l'étranger. Oui. Quand même. Là-dessus, je trouve que c'est très clair et qu'il a raison. Les femmes n'ont jamais été considérées comme étant
inférieure. Non, mais elles ont été exclues. Elles ont été exclues. Il y avait 3 catégories, c'est-à-dire l'esclave, la femme et l'étranger. Non, c'est ça. Aristote, Si. a peut-être La philosophie est une affaire entre hommes. Systématiser cela. Chez Platon, non, Platon, je ne sais plus conteste, il y a une liberté des femmes, une liberté sexuelle, il y a une communauté. La femme n'appartient pas, elle peut pas être philosophe. Et la femme est philosophique, puisque la fameuse diotime. Oui, mais ça, c'est pas une femme, ça, c'est un travelot. Mais ça, c'est pas une il y a une position ambiguë, peut-être relativement à la position. J'ai rien contre les travelots païens. Qui n'est pas constituée, c'est-à-dire on pourrait dire, la seule chose que l'on pourrait dire, c'est que Platon n'en a pas fait un problème, n'a pas posé le problème de la femme d'une façon telle qu'il non, mais c'est clairement dit que la philosophie, je vais rechercher des références. Oui, c'est certain. La philosophie est une histoire entre hommes. Jeune homme et pas jeune homme, et il n'y a pas de femme là-dedans, à part cette diotime qui est tellement, qui est comme la Vierge, effectivement, c'est ce qu'on donne comme appât pour que ça semble plus ou moins féminin. Oui. Là, je trouve qu'il est très précis là-dessus, très clair, limpide, sur ce passage. Parce que justement, c'est la continuation de l'exclusion des femmes. Et quoi qu'on puisse reprocher à Adorno au niveau de ce que tu appelles de l'horisme, de ce qu'on pourrait appeler rester dans Hegel, ne pas quitter Hegel, il est quand même parmi les très rares à cette époque d'avoir le courage à la fois de plaider la cause des femmes et la cause des animaux. Et il n'y en a pas beaucoup. Il y en a très peu. Et on se demande aussi ce qu'on aurait fait à leur place en 1947 en Amérique en fuyant le régime nazi. Ce sont des questions que je me pose. Il est beaucoup plus facile pour un Deleuze d'être de bonne humeur et joyeux, n'est-ce pas, que pour un Adorno. Ça me paraît évident. On ne peut pas être joyeux tout le temps, d'ailleurs. Surtout pas en retravaillant les passages de cette histoire-là. Je pense que devenir femme ou le devenir un animal de Deleuze se situe sur une autre base. Oui. Qui n'a pas l'ambition du tout de comprendre pourquoi Auschwitz a été possible, mais qui n'est pas préoccupé par cette question. Mais une fois qu'on est préoccupé par cette question et on se demande comment il n'aurait pas pu l'être, effectivement, à ce moment-là, le voile est assez noir. Mais je te cache pas, je n'ai jamais caché que j'ai jamais compris de devenir femme chez Deleuze, parce que j'ai jamais compris, à part les hommes, personne n'aimerait devenir femme. C'est pas possible. C'est un des concepts que j'ai jamais compris chez Deleuze. Quelle idée de vouloir devenir femme. À part les hommes, personne ne veut devenir femme. Les femmes sont femmes, elles n'ont aucune envie de devenir femme. Comme si c'était... ça me paraît toujours une usurpation. C'est dans l'optique de l'écrivain de devenir femme et pris justement au niveau de tous ces devenirs. Ce sont des problèmes qui se posent au niveau du passage, de l'écriture de la vie, c'est-à-dire l'écriture. Si l'on admet que la véritable manière de vivre et d'écriture, que ce soit une écriture au sens proprement dit ou une expression artistique, c'est au moment où il y a à la fois l'abandon de la position dominante, adulte masculine, c'est comme devenir enfant, se faire de telle sorte que l'on épouse une sensibilité, c'est ce qu'il exprime à propos de Lorenz, à propos des auteurs qu'il a étudiés, à propos de Proust, à propos de Virginia Woolf, etc. C'est dans ce cadre-là
que c'est pas un devenir au sens, il le dit bien, c'est-à-dire il ne s'agit pas de femme réelle, il s'agit de quelque chose, il ne s'agit même pas d'ailleurs de la sensibilité sexuelle proprement dit dans l'homosexualité, dans l'homosexualité masculine où il y a une féminisation. C'est greffé un petit peu là-dessus, sur ces parties qui sont à la fois masculines et féminines chez tout individu, mais en même temps, c'est quelque chose qui n'est pas identifié à ce qu'il appelle des devenirs molaires. C'est moléculaire, c'est-à-dire c'est pris à travers un certain nombre de moments, d'intensité, de singularité qui sont dispersés dans la sensibilité, dans l'écriture ou dans l'expression artistique. C'est pas comme devenir à ce niveau-là que se manifestent les devenirs ontologiques. Parce qu'il devient, là aussi, mais parce que quand il écrit ici, là c'est différent lorsqu'il parle lorsqu'il parle de la femme à propos de l'homosexualité, c'est dans un sens justement de l'infériorisation de l'homme la nature, je me rappelle, c'est là-dedans, page 275. C'est aussi dans un passage qui est intéressant, mais qui est pris dans un mouvement qui n'est pas toujours très, très clair. Parce que lorsqu'il dit, là aussi, c'est gens, je ne suis pas très clair, parce qu'il j'avais commencé à ce fameux passage sur ah non, mais c'est moi qui me trompe, parce que là, oui, c'est ça, 275, donc c'était 276, je n'ai pas, j'ai vu tout ça, parce qu'il y avait 270, à 274, c'est ça. À partir du moment, le travail de précision, que les déviations sont permises, ne sont permises que sur la base 274. C'est pas très très commode non plus. L'industrie culturelle, en bas de la page 274. Les vedettes de cinéma sont des experts. Leurs performances sont les procès-verbaux du comportement naturel, un catalogue de réactions possibles. Les producteurs et les dialoguistes fournissent les modèles d'un comportement adapté aux circonstances. Donc on comprend que ça veut dire quels sont les modèles que l'on offre de l'humanité valable, je pense. Le travail de précision de l'industrie culturelle exclut la distorsion comme simple erreur. Ce qu'il appelle industrie culturelle, c'est ça. C'est ça. Ce qui propose, je pense, à l'humanité des types, les types de valeurs, des types humains à imiter. Comme simple erreur, le travail. Comme simple erreur, comme hasard, le mauvais côté de la subjectivité et du naturel. Les déviations, je pense que les déviations voudront dire aussi les déviations sexuelles. Je vais terminer parce qu'on a abouti presque à la fin. Les déviations ne sont permises que sur la base pratique qui les incorpore dans la sphère de la raison. On ne leur pardonne qu'à ce prix.
à partir du moment où la nature a commencé à refléter la domination, le tragique et le comique ont disparu. Le sérieux des maîtres est directement proportionnel aux oppositions qu'ils ont à vaincre. Leur humour est proportionnel au désespoir qu'ils ont sous les yeux. Là aussi, c'est pas très clair. Il faudrait voir qu'est-ce que c'est qu'il a, lui, présent sous les yeux quand il écrit cela. La jouissance intellectuelle était associée à la douleur dont elle prenait la place, mais eux, c'est-à-dire les maîtres, ceux qui sont donc les vedettes du cinéma, je pense, puisque ce sont eux les experts. Et la jouissance intellectuelle était associée à la douleur. L'amour sublime s'attachait... Ce sont les maîtres. Ce sont les maîtres. Oui, c'est ça. Ce sont les maîtres. L'amour sublime s'attachait à la force qui se manifestait à travers la faiblesse, à la beauté de la femme, mais les maîtres s'attachent immédiatement à la force. Mais les maîtres, c'est-à-dire c'est les hommes, au fond, je pense, je ne sais pas. On peut supposer, puisqu'il a dit que c'était les hommes qui dominaient et que c'était ce sont dans les textes allemands, maître n'est pas là, c'est l'idole de la société et le visage masculin, tu vois, c'est bien ça. Autre, je ne sais pas moi, Gary Cooper ou John Wayne, des gens comme ça, ou bien Ramon Novarro, je ne sais pas quoi, moi, des cartes glaives. Et le visage masculin au trait régulier et empreint de noblesse. La femme est là pour travailler, donc c'est ça. Ce qui n'est pas toujours vrai d'ailleurs enfin justement, il y a des déviations, mais les déviations sont rachetées, on voit le couple, c'est au fond le couple cinématographique type. La femme est là pour travailler, mettre des enfants au monde, mais elle sert aussi à rehausser le prestige de son mari si elle est présentable. Elle n'entraîne pas l'homme à commettre des excès. La vénération régresse et redevient de l'égoïsme. Le monde, avec toutes ses finalités, a besoin de l'homme tout entier. Nul n'a plus, ça c'est un peu schématisé, mais en fait ce n'est pas faux non plus si l'on voit les types, les stéréotypes qui ont été imposés par le cinéma, en particulier américain. Nul n'a plus la possibilité de faire don de sa personne en se consacrant à un autre idéal. Un autre idéal que quoi? C'est ça, d'être homme au fond et d'être couple. C'est pas tout à fait vrai, parce qu'on voit bien qu'il y a beaucoup de metteurs en scène ou d'acteurs qui ont introduit d'autres choses. Enfin, on peut dire que c'est en gros valable. Il dit bien, excuse-moi, il dit bien précédemment, quand il parle de tout ça, que c'est le fascisme. Hein. Oui, c'est pas le film, justement, quand on dit Humphrey etc., ce n'est pas du tout ça, je pense. C'est vraiment le film, c'est le film avec les héros fascistes, hein, parce que le film... Il y a eu des films nazis, quand même. Il y a eu des films, ou du moins des films fascisants. Ce qui n'est pas le cas du film américain. Je pense que là, on est vraiment dans... Il y a les antifascistes, ils sont tous partis aux États-Unis. Non, mais là, il parle du film fasciste. Oui, mais alors il aurait dû citer qu'est-ce que c'était, parce que je ne sais pas s'il en a vu, mais il est difficile d'en citer. Oui. Là, ça reste un petit peu... Leni Riefenstahl, les films de Louis Strunk sur la montagne, tous les films qu'ils ont appelés Heimatfilms, c'est-à-dire les films qui fêtent la beauté des paysages, des femmes et des vaches, des femmes qui enfantent des vaches qui sont en train de bouffer, etc. Il y a eu juste peut-être les dieux du stade sur les Jeux Olympiques de Berlin, mais enfin là, il y a des films. Il n'y avait pas là-dedans, il n'y avait pas de scénario, c'était quelque chose
qui était fait uniquement d'une série d'images. Là, c'est un peu vague. L'homme dépose les armes devant le mal froid et impassible, comme le fit la femme avant lui. Il devient une femme qui a les yeux fixés sur le pouvoir. Dans la collectivité fasciste, avec ses écrits, non, mais c'est là où il parle de l'homosexualité. C'est un peu... à mon avis, c'est un peu formel, parce que c'est un peu un jeu de mots, je veux dire, c'est un peu engendré par la rhétorique, parce qu'on voit pas très bien à quoi ça correspond. Il devient une femme qui a les yeux fixés sur le pouvoir. On peut dire c'est vrai, mais dans la collectivité fasciste, avec ses équipes et ses camps de travail, chacun dès sa plus tendre jeunesse est un prisonnier en détention cellulaire, cela favorise le développement de l'homosexualité, de ce qui est faux, puisque justement les homosexuels ont été mis avec le triangle rose en temps de concentration. Non, mais ça ne veut pas dire, on revient là où on était il y a 1h30, ça ne veut pas dire qu'il est homophobe, ça veut dire tout simplement, c'est un constat qui est un constat très banal. Si tu mets les êtres du même sexe et tu les emprisonnes, et ces relations sexuelles entre deux êtres sont à son âge forcément homosexuelles. Si, mais c'est forcément ça. Mais ça, c'est pas une critique de l'homosexualité, c'est une critique de l'internement. Celui de Léonie Sagan, jeune fille en uniforme. Ce que je trouve beaucoup plus important dans cette page, c'est ce que tu viens de dire. Effectivement, du fait qu'il n'y a pas de révolte, qu'il n'y a pas de contestation, qu'il y a la dictature nazie, effectivement, cette ressemblance de la femme soumise, où tous les hommes deviennent des femmes soumises. Mais l'animal, c'est l'animal qui doit conserver des traits nobles. Le visage humain, souvenir embarrassant de ses origines naturelles et de sa soumission à cette nature, n'est plus qu'une irrésistible incitation à l'homicide. C'est pas non plus très précis. C'est ce qu'ils disent. Ah oui, c'est ça, c'est-à-dire... Ah oui. C'est pourtant ce qu'ils disent. Il y a une dévalorisation de l'homme. C'est-à-dire que le passage, on voit ce qu'il veut dire, c'est que comme il cherche à établir trop une certaine logique de la phrase qui rend ces déductions très difficiles à suivre. Mais elles sont pas en allemand qu'en français. Il se serait contenté d'ajouter des phrases les unes aux autres, ça serait plus clair, parce que ce qui veut dire qu'au fond, cet encensement de l'homme viril fait que il y a toute une partie de l'humanité, c'est ça, qui doit être atrocidée, les sémites, les caricatures antisémites, on suspecte tout le temps, c'est ça la répulsion qu'éprouvait Goethe pour les singes, marquait déjà les limites de son humanitarisme. Tiens, il n'aimait pas les singes, Goethe. Non. Ça serait bizarre, oui. Lorsque les magnats de l'industrie et les sectes fascistes ont des animaux, c'est ça, c'est vrai ou c'est pas vrai, on n'en sait rien si c'est vrai. Si tu regardes les anciens documentaires avec les animaux, les nazis, c'était... Non, c'est pas ça. Oui, ah ben si, ils sont des Doberman. Non, tu vois très bien, c'est toujours des grands animaux qui représentent le pouvoir. Oui, mais il peut y avoir des petits également qui ont des grands animaux. Tu as des SDF ou comme des chiens énormes dans la rue qui ne sont pas nécessairement des fascistes. Non, mais ça ne veut pas dire que ça veut pas dire que tous les êtres qui ont des grands chiens sont des fascistes, mais ça veut dire que tous les nazis, ou presque tous les nazis, voulaient avoir des animaux nobles, donc puissants. Donc, oui, c'est comme les femmes, les mégères avec son pékinois. C'est un petit peu ça. On voit Göring avec ses grands dogs et les mégères avec les pékinois. Mais c'est pas là, il a un don
de la satire qui n'est pas mal. Bon, c'est peut-être quelqu'un d'assez féroce, d'ailleurs, Adorno, très caustique, en fait, parce qu'il a un sens de la satire, quelque chose de... En même temps hyper sensible et hyper vulnérable. Oui, tu crois? Oui, tu me diras. Ah oui, je voulais vous inviter, si ça vous intéresse, sur YouTube, plein de documentaires. Tu as la tête d'Adorno, là, non, tu ne l'as pas? Il y a plein de documentaires que vous pouvez voir. Il y a même Adorno en français qui parle le français et qui fait son discours en français que j'ai trouvé hier. Sur YouTube, mais aussi sur Dailymotion. Tu l'as dans un film, dans un film? Sur Internet. Et où c'est qu'il a fait un discours en Vous n'avez qu'à taper, tu tapes Adorno, vidéo, et tu tombes dessus, en français. Et où c'est qu'il était? Où c'est qu'il à Paris, là? C'était en France. Moi, j'ai pas regardé tout parce que j'en avais plus le temps, mais il y a plein, je les ai regardés en allemand. Il y a des tonnes, puisqu'il s'est intéressé très tôt aux médias. Donc, il était très médiatisé. Donc, il y a, je pense qu'il y en a pour au moins 8 heures de... Quand il fait de lui, on a fait de Heidegger une conférence colloque à Cerisy-la-Sage, je crois. Mais qui n'est pas sur vidéo, qui n'est pas audio. Non, ça c'était. Non, il n'était pas à Cerisy. C'était pas à Cerisy, mais je ne sais plus dans quel contexte. Mais il y a plein de choses à voir. Ah oui, ah oui. Si, parce qu'il était connu en France. Surtout, il a été connu comme critique musicale, surtout, et comme quelqu'un qui a fait. Il a écrit La philosophie de la nouvelle musique, qui est un texte très difficile d'ailleurs, il faut être musicien pour comprendre ce que ça veut dire, a été. Il était compositeur aussi. Un des premiers traduits. Et il a guidé Thomas Mann dans Dr. Faustus pour l'exposer, qui n'est pas mal, qui est assez intéressant. Je veux dire que du point de vue de la compréhension, de rendre compréhensible la musique de Schoenberg dans Dr. Faustus. Et d'après le présentateur, c'est Adorno qui aurait indiqué à Thomas Mann qu'est-ce que c'était que les modifications qu'apportait cette musique dodécaphonique, qui effectivement est présentée d'une façon qui est assez intelligible, alors qu'en général c'est pas très compréhensible. Bon, et bien nous applaudissons pour les trois. Et la remercions de nous avoir fait connaître ces textes très intéressants de Adorno et cette physionomie intéressante, tout à fait originale, parce qu'il est connu surtout par la théorie esthétique également, qui est aussi un texte difficile, parce qu'il a cette propriété, que ce soit en allemand d'ailleurs ou dans la traduction française, c'est un petit peu pareil, c'est-à-dire ce souci de rendre des textes inintelligibles. Je ne sais pas comment il peut arriver à le faire, mais toute cette... Horkheimer, c'est pas pareil. Horkheimer est beaucoup plus clair quand il écrit lui-même séparément, tandis que Adorno n'est pas... Il coupe des choses, je ne sais pas comment il fait. Il élimine un certain nombre d'éléments. Donc, il a écrit d'ailleurs sur Hegel quelque chose de ce point de vue-là, en disant que la philosophie doit être écrite d'une façon difficile. C'est bizarre d'ailleurs, je pense que c'est plutôt le contraire, on devrait tâcher de rendre les choses plus claires, mais lui, il écrit d'une façon difficile, en coupant les éléments de liaison, de compréhension, je ne sais pas comment il fait. Je sais pas, Guattari n'est pas plus simple. Hein. Voilà. Comment? Guattari n'est pas plus simple. Guattari n'est pas plus simple. Félix Guattari, illisible. Oh oui, mais c'est pas du tout dans absolument illisible. Oui, effectivement, il y a parfois il y a des textes où il utilise un langage.
sais pas quel est le genre de langage, formaliste, sémiologique, qui n'est pas compréhensible du tout. Donc, en général, c'est pas tout à fait pareil. Vous avez là, le programme, il y a Carlos França, qui est un Portugais, qui doit parler de la déconstruction dans l'art, qui est un thème de Derrida. Et c'est Carlos França. Ce qu'il y a de malheureux, c'est que je lui ai demandé est-ce qu'il doit venir ou non. Il m'a dit oui, je viens, mais on ne le voit pas. Il n'est pas venu, je lui ai dit il faudrait passer avant pour expliquer un petit peu ce que tu veux faire. Ben non, de sorte qu'il viendra. J'espère qu'il aura du monde. S'il n'a pas de monde, ce sera désespérant. Ce sera fichu, de sorte qu'il faudrait venir. C'est le 21 mars, c'est le jour du printemps. Vous avez ça? Oui. Donc il faudrait venir le jour du printemps. Et pour voir des déconstructions dans l'art. Je n'ai pas pu le présenter à l'avance, mais enfin, comme on voit un peu cette notion de déconstruction, on ne voit pas très bien ce que c'est, mais on voit bien à travers les problèmes qui se sont posés dans l'art. Qu'est-ce que l'art? Qu'est-ce que l'œuvre d'art? Les notions de anesthétique, inesthétique, critique de l'esthétique de l'objet, de la présentation. C'était un petit peu une présentation qui schématisera et rassemblera un peu ces différents problèmes qui sont intéressants et qui affectent l'art contemporain dans ces différents domaines. Je pense que c'est à travers surtout l'art plastique, qui est celui qui est le plus commode à étudier, à partir où il y a une incontestable crise et critique de la représentation depuis le début du XXe siècle, au minimum, à l'époque contemporaine. Donc ça sera intéressant pour à la fois l'entendre et pour discuter. Le malheur, c'est qu'il n'est pas, je ne comprends pas pourquoi. Il m'avait demandé de venir parler à un séminaire. Je lui ai dit que ce séminaire, on ne se contente pas de parler une fois, mais on y assiste pour voir quelle est l'orientation, quel est l'esprit du séminaire, et on y participe. Et venir comme ça, se bombarder sur une fois pour s'introduire dans le séminaire sans savoir ce que c'est, ça paraît curieux, mais enfin, il faudra voir ce que c'est. Donc c'est le 21. C'est ça. Et gardez dans l'esprit le lapin canard. Le lapin canard. C'est ça la dialectique négative. Salut pour cette, merci à toi. Pour cette admirable présentation de ce supplément de connaissances que tu nous as apporté en enrichissant notre savoir. C'est-à-dire que tu nous as, de l'état d'animaux, tu nous as conduit à l'état de quoi? Et tout cela dans l'esprit du mégère. On ne sait pas. Il faudrait savoir en quoi nous sommes transformés. C'est ça. Essentiellement religieux, ce qui est très vrai d'ailleurs, parce que l'animal n'est pas du tout dépourvu de ce que l'on pourrait considérer comme étant une religion. C'est au contraire peut-être quelque chose qui est très partagé de façon commune aux animaux, soit une religion d'attachement individuel, soit une religion qui fait qu'il y a une sorte de sensibilité
extrêmement répandue chez les animaux vivant en troupeau, chez les animaux sauvages, au mouvement de la nature. Donc il y a une religion de la nature qui est très certainement présente dans l'ensemble de ce qu'on pourrait appeler les âmes des animaux, et qui fait que on ne peut pas tenir compte dans l'étude de l'animal uniquement, comme semble le faire Adorno tout en la critiquant, d'une étude objective de l'animal à travers les sciences humaines, si l'on peut dire, et sans tenir compte des mythes, sans tenir compte de toutes les pensées qui ont attribué à l'animal justement une sorte à la fois de société et également si l'on peut dire, de psychologie ou d'animisme parallèle à celui de l'homme, en particulier dans les pensées, ce qu'on appelle en gros la pensée sauvage avec Lévi-Strauss, d'un très grand intérêt, mais a besoin, je crois, moi personnellement, ne peut pas être survolté. Il faut survoler, qu'est-ce que je veux dire. Il ne peut pas être survolé, c'est un texte qui demande à être analysé mot à mot pour savoir exactement ce qu'il veut dire, parce que sa pensée d'autre part procède également par lithos, c'est-à-dire qu'il oublie. Il ne dit pas certaines choses, il faut reconstituer le cheminement de la pensée, un petit peu, une pastille, faites-les circuler. Donc, alors, deux autres remarques, je me dirai. La seconde remarque, c'est le fait que d'une part, Adorno a l'air donc d'adopter, tout en soutenant les animaux, il a l'air d'adopter à leur égard une position anti-intellectuelle. C'est qu'il leur refuse, ce qui est très curieux, une forme d'intelligence que l'on peut appeler également aussi d'instinct, donc il est intéressant de voir que, en fait, il prend un peu le contre-pied ou l'inverse d'une certaine tradition qui a longé, qui a pris parti elle-même contre une certaine forme de rationalisme. On peut dire, il y a la ligne aristotélicienne, même si Aristote d'ailleurs prête une âme aux animaux, il considère que les animaux n'ont pas une même âme, ils ont une âme végétative et ils n'ont pas une âme rationnelle. Il y a une réaction contre cela qui est manifestée par Plutarque et par les stoïciens, qui prend parti au contraire pour l'âme animale et pour attribuer une forme d'intelligence aux animaux, qui est repris par Montaigne dans l'Apologie de Raymond II, qui est entièrement consacré à cela, qui est repris également par Bell à l'article Rorarius, qui est le nom de l'évêque Rorarius au XVIe siècle, et à quoi fait allusion Leibniz dans les Nouveaux Essais, prenant parti justement pour Bell, pour l'âme animale, contre le cartésianisme, puisque pour Descartes il n'y a pas d'âme animale, et l'intelligence animale est du pur mécanisme. Et d'une certaine manière, il est un peu étrange que Adorno semble prendre parti pour cela. Semble, je dis semble, parce que peut-être que ce n'est pas vrai. Le second point, c'est qu'il traite, ce qui est très intéressant et original, il traite l'animal du point de vue affectif, du point de vue affectif que j'appellerais une certaine forme de dolorisme, c'est-à-dire il traite la lutte contre Alors j'ai retrouvé sur mon portable Reckitt, après je cherche le reste. Alors ce Reckitt, c'est la théorie, une théorie des années 40,
justement de Max Horkheimer et Friedrich Pollock. Hein, c'est Pollock. Et il y avait... c'est une théorie économique. Le signe, c'est le signe d'une économie de commandement. Oui. Kommandowirtschaft. Ah oui, ah oui. Il y a un phénomène de clic où les manias de l'économie se mettent ensemble avec les militaires supérieurs et les cadres de la politique et de la bureaucratie. Donc c'est toute une clique. Ah oui. Et ça, il appelle sociologie des raquettes. Et le concept, il vient de la criminalité organisée. Donc il s'agit d'une clique qui exclut tous les autres et tous ceux qui ne se soumettent pas à leur volonté. Donc il y a la hiérarchie, voilà. Donc ce sont des groupes de pouvoir. Donc ça n'a effectivement rien à voir. Enfin, ça peut être à voir avec aujourd'hui, mais pas immédiatement. Je reviens alors aux questions que vous avez posées et en te rendant la parole. C'est ce que je voulais dire, c'est-à-dire que ce texte est une densité et d'autre part d'animal, quelque chose qui serait une tristesse fondamentale, une douleur fondamentale qui participe à la vie animale et qui, à mon avis, le rangerait, lui, du côté d'une certaine forme de romantisme, un peu, qui est à moitié partagé, d'ailleurs, par l'ensemble du romantisme, je pense que ce n'est pas tout à fait vrai. Il y a également, dans le romantisme, y compris chez Novalis, chez Arnim, etc., les plus connus des romantismes, il y a quelque chose qui donne à l'animal quelque chose comme une affectivité d'ordre positif. L'animal, il y a quelque chose qui est dans l'animal des contes, l'animal des métamorphoses n'est pas du tout frappé par cette tristesse et ce dolorisme, je dirais presque, que lui attribue Adorno, tout en le privant de certaines formes de sentiments. Je ne sais pas où j'ai vu, mais peut-être on me le rappellera, parce que j'en avais parlé, je crois, mais je ne sais plus quelle est la référence, un auteur qui attribuait à très juste titre au chien un sentiment religieux, qui écrit si le chien étant un animal